Les chapitres suivants étaient illisibles. Aucune péripétie, aucune anecdote, que des mots et des phrases compliquées. Que signifiait plus-value? Mehdi, découragé, ferma discrètement les yeux et se mit à rêvasser. À quoi pouvait ressembler Jenny von Machin, une aristocrate allemande? C'était du blond, ça, du blond et du bleu pour les yeux, une coiffe blanche, un hennin, une taille de guêpe, une licorne dans un coin. Et cette jolie fée, un mort, l'avait épousée? Mais alors, lui, Mehdi, il avait toutes ses chances. Il se mit à rêver à son avenir de prolétaire. Il ferait donc, avec un sens admirable du devoir, plein d'enfants à Jenny von Westphalen, la princesse blonde, qui ressemblait étrangement à Cathy Kirchhoff. Il s'endormit tout à fait et fit un rêve très agréable aux couleurs d'or et d'azur, interrompu vers la fin par le hennissement d'un zèbre. Se réveillant en sursaut, il avisa Régnier qui criait dans sa direction en agitant les bras. « Mais tu dors en lisant la biographie de Marx? Mais ça se fait pas. » Mehdi se remet à lire, orphelin de Jenny et de sa prolifique descendance. Il pensait avec appréhension à Amchiche, auquel il ne pouvait rendre ses bandes dessinées. Qu'allait-il dire? Allait-il croire Mehdi? Allait-il exiger que celui-ci le rembourse? Mais avec quel argent? Il n'avait jamais eu un centime en poche. Le pion s'était mis à écrire avec fureur dans un grand cahier à spirale, tout en laissant échapper de temps à autre un beuglement. C'était une sorte de mécanique de l'indignation à laquelle Mehdi assistait médusé. Régnier jetait un coup d'œil sur un manuel ouvert sur le bureau, mugissait, puis gribouillait dans son cahier. Il finit par refermer avec rage le livre et rugit en direction de Mehdi. Le droit international, c'est de la foutaise. Il n'y a que la loi du plus fort. Puis il redescendit de l'estrade et se mit à faire les 100 pas. Je suis le seul étudiant français en fac de droit, ici. C'est un suicide social, m'a dit Morel l'autre jour. Il ne comprend pas que je ne sois pas allé en France poursuivre mes études après le bac. Un suicide social. Tu connais Morel? C'est un con, doublé d'un vantard, triplé d'un... Il n'arrivait pas à trouver la troisième insulte. Contrarié, il résuma d'un seul mot. C'est un pied noir. Il lissa sa barbe et reprit à voix basse, comme s'il tenait conclave avec lui-même et que Mehdi n'était que le greffier nain d'un conciliabule égoïste. Remarque, mon père aussi était pied noir. Mais Morel, c'est un pied noir d'Algérie. Ce sont les pires. Ils ont fait suer le burnous là-bas. Ils ont refusé de s'entendre avec les Algériens et ils ont tout perdu. Et maintenant, Morel, il vient faire le mac ici. Moi, mon père, c'était un ouvrier. Il a travaillé côte à côte avec des musulmans. Sur les mêmes chantiers, dans la même tranchée, tous pareils. Il arrêta son va-et-vient et regarda Mehdi avec intensité. Note ce que je te dis, fils. Les prolétaires n'ont pas de patrie. Répète. Mehdi, inquiet, bafouilla. Les prolétaires n'ont pas de parti. Régnier gronda. Imbécile, de patrie. Répète. N'ont pas de patrie. Satisfait, le pion regarda l'heure de sa montre et claqua dans ses mains. Allez, c'est l'heure.
On va manger. C'est encore moi le surveillant au réfectoire. Les cadences infernales, le système. J'ai bien conscience de me faire exploiter, mais patience. Je ronge mon frein. Tout cela se paiera un jour. Il prit son cartable, il fourra ses livres et son cahier et fit signe à Mehdi de sortir. Après avoir fermé à clé la porte de la salle H1, il se dirigea à grands pas vers le réfectoire, suivi du petit prolétaire trottinant. Ils furent accueillis par Boucheta, le cuisinier en chef, qui se tenait à l'entrée bien d'aplomb, les jambes écartées, les bras croisés. Il toisa l'équipage et éclata de rire. « Alors, camarade Régnier, c'est ça ta section? Tu n'as qu'un enfant de troupe, un seul? C'est comme ça qu'on va gagner contre le Vietnam. Le Vietnam. C'est fini, Boucheta, répondit Régnier d'une voix amusée. Enfin, en ce qui nous concerne, parce que les Américains y sont toujours, totalement embourbés, depuis l'offensive du Tet. Le peuple vietnamien vaincra. Charlie forever. Boucheta secoua la tête, toujours souriant, comme s'il ne pouvait comprendre qu'un Français pût tenir un tel langage. Puis il abaissa le regard et planta ses yeux dans ceux de Mehdi. « Et toi, pourquoi tu es resté? Où sont tes parents ?» Mehdi ne répondit rien. Il regardait avec horreur la saignée du coude de Boucheta. Un énorme trou semblait la traverser de part en part. Régnier s'aperçut de la scène et gronda. « Eh bien, un peu de discrétion. » Boucheta se mit à rire. « Bah, laisse, camarade. Il faut bien que ces petits moutchous apprennent la guerre. Regarde bien, petit. » Il déploya le bras et Mehdi, au bord de la nausée, vit qu'il était déchiqueté sur toute sa longueur. Crevasses violettes, cicatrices blanchâtres et renflements se succédaient. Régnier, impressionné, bien que ce ne fût certainement pas la première fois qu'il voyait l'horrible blessure, essaya de plaisanter. « Eh, il ne leur a même pas tenu rigueur. Il a épousé une Vietnamienne. » Boucheta lui adressa un lâche sourire et dit d'un ton bonhomme : « Tu parles encore de ma femme, je te tue. » Il passa le pouce de la main droite sur sa gorge d'un geste vif. Régnier haussa les épaules et entra dans le réfectoire. Il fit signe à Mehdi de s'asseoir à la même table que lui. Boucheta leur apporta 2 bols de soupe aux légumes, du pain et une carafe de vin rouge. Le pion versa du vin dans le petit verre Duralex et le vida d'un trait. Il se servit de nouveau, puis inclina le col de la carafe au-dessus du verre de Mehdi. « Tu bois du vin ?» Mehdi, effrayé, fit non de la tête. Régnier reposa la carafe en soupirant. « Ah oui, votre religion, l'opium du peuple. Pourtant, sans un bon verre de vin de temps en temps, la vie n'a aucun goût. Vraiment aucun. Tu es sûr que tu veux pas goûter ? » Mehdi secoua énergiquement la tête. Il n'avait aucune envie de subir les flammes éternelles de l'enfer. Le pion haussa les épaules. « Tant pis pour toi, et tant pis pour moi. Plutôt tant mieux pour moi. Je vais me taper toute la carafe. Je suis sûr que c'est du vin de Boulaouane. En tout cas, ce n'est pas de la piquette. » De la piquette. Quelques minutes plus tard, Boucheta revint de la cuisine avec 2 grandes assiettes qu'il posa avec précaution sur la table. Mehdi fit bien attention à ne pas regarder le bras du cuisinier. Il avait maintenant devant lui un énorme steak, à moitié caché par un morceau de frites. Plutôt un monceau de frites. Il se mit à manger de bon appétit. Pendant plusieurs minutes, on n'entendit que les bruits de la mastication et de la déglutition.
interrompu de temps en temps par le glou-glou des gorgées de vin que Régnier avalait avec un plaisir évident. Puis celui-ci posa la main sur le bras de son petit camarade commensal. « Écoute, fils, le steak, ça se mange avec de la moutarde. » Il prit le pot et introduisit son couteau, lui fit faire une sorte de mouvement circulaire, puis, après l'avoir brandi d'un air gourmand, il étala une couche de la pâte jaunâtre sur le morceau de viande à peine entamé par Mehdi. Boucheta, qui le regardait de loin, se leva et disparut dans la cuisine. « Regarde, disait le pion, à Lyautey, on ne fait pas les choses à moitié. C'est de la vraie moutarde de Dijon. » Il répéta content de lui. « À Lyautey, on ne fait pas les choses à moitié. Tiens, j'ai inventé un slogan. Dommage que je déteste la réclame. Cet instrument du capitalisme, tout juste bon à berner le peuple. Sinon j'ai des dons, c'est évident. J'aurais pu faire carrière chez Blunstein-Blanchet. » Il agita son index en direction du plat. « Allez, mange, qu'est-ce que tu attends ?» Mehdi, renonçant à demander qui était Blunstein-Blanchet, découpa avec application un petit morceau de son steak et le porta à ses lèvres avec sa couche de moutarde, en faisant bien attention à ne rien laisser tomber. Dès qu'il eut refermé la bouche, ce fut comme si quelqu'un avait craqué une allumette sur sa langue, comme si des petits démons se battaient dessus à coups de lance-flammes. Son nez s'emplit d'un nuage âcre et il sentit d'un seul coup des gouttes de sueur sur son front. Certes, il avait ressenti un tel incendie dans son palais en mangeant les brochettes avec Mokhtar à Ceuta le samedi précédent. Mais ce qui était nouveau, c'était cette colonne de feu qui lui remontait par le nez. Ça, c'était français. Boucheta était revenu de la cuisine avec une carafe d'eau froide. Il en versa un verre et le tendit à Mehdi en grommelant. « Had Nesrani, bras et ratlek. » Le verre d'eau, bu d'une seule rasade, éteignit en partie l'incendie. Pendant ce temps, Régnier protestait. « Faites gaffe, Boucheta, je comprends l'arabe. Et d'abord, ici à Lyautey, on parle la langue de Voltaire, ok? Sinon, faut aller dans les lycées marocains. Les Khwarizmi, les Mohamed V. » Boucheta haussa les épaules. « T'y comprends l'arabe? Et alors? Qu'est-ce que je lui ai dit? » « Vous avez dit, ce Français, il veut te tuer. » Le cuisinier parut impressionné. « Bravo. Et pourquoi vous parlez jamais en arabe? Si vous en êtes capable. » Il disait « capable ». Cela sonnait comme un défi. Régnier haussa les épaules. « On est dans un lycée français, non? D'ailleurs, vous êtes vous-même un ancien sous-off de l'armée française. » Le sous-off, il te dit, on n'offre pas du vin à un moutchou de 10 ans, si pas normal. Et lui donne pas non plus de la moutarde, si dégueulasse. Eh oh, il faut bien qu'il apprenne la vie. Il a tout le temps la vie, elle n'est pas toujours belle. Boucheta prit un couteau et plutôt un morceau de pain et nettoya le reste du steak de Mehdi, enlevant soigneusement la couche de moutarde. « Allez, mange, pitchoun. » Il alla s'asseoir à la table voisine, gardant un œil sur eux. Pion et pitchoun se remirent à mastiquer. La viande était toujours un peu piquante, mais elle était comestible.
Mehdi, tout en mâchant, réfléchissait à cet échange sur la vie qui avait opposé les deux hommes et auquel il n'avait pas compris grand-chose. Ce breuvage à l'odeur infecte, cette espèce de pâte jaune à l'âcre saveur, c'était ça le secret de l'existence? Quand ils eurent fini de manger, Régnier vida la carafe puis se mit à ululer, sans raison apparente. Mehdi s'attendit au moins à ce que ce fou fracassât la carafe sur son crâne, déjà mis à mal par toutes les tribulations de la journée. Bouchetat, qui semblait bien connaître les bizarreries de l'homme, éclata de rire. Il se redressa et se dirigea vers la cuisine, dont il revint bientôt avec 2 petites coupes de crème caramel qu'il déposa devant eux. Puis il retourna à sa table sans cesser de les regarder. Sur ces entrefaits, M. Lombard entra, en coup de vent, dans le réfectoire, suivi d'un gros chien noir. « Ne vous levez surtout pas, cria-t-il en direction de Régnier, qui n'avait pas esquivé le moindre geste. Il alla serrer la main de Bouchetat, qui lui s'était levé et avait esquissé le salut militaire. Les deux hommes se mirent à bavarder. Le chien était venu flairer Mehdi, qui, n'osant plus bouger, s'était immobilisé dans une pose curieuse. Le bras en équerre, la cuillère à quelques centimètres de sa bouche entr'ouverte. Régnier le regardait avec stupéfaction. « Tu te prends pour le mime Marceau ?» demanda-t-il à l'enfant tétanisé par la peur. L'animal se désintéressa bien vite de l'enfant, changé en statue. Il alla quémander, le museau levé et fureteur, les yeux mouillés, une caresse chez le pion. Celui-ci, se reculant légèrement et pivotant sur sa chaise, lui donna quelques discrets coups de pied pour le chasser. M. Lombard s'aperçut du manège de Régnier et tonna dans sa direction. « Hé, le communiste, vous avez fini de martyriser Médor ? Votre haine de l'humanité ne s'étend tout de même pas aux animaux. Ils s'exploitent qui, les animaux ?» Régnier protesta. « Je suis en train de manger. C'est pas hygiénique, la truffe d'un animal jusque dans mon plat. On n'est pas des veaux. Sa truffe, comme vous dites, est plus propre que votre plat, répliqua M. Lombard d'un ton sévère. D'ailleurs, vous avez fini de bafrer. Allez, venez par ici, il faut qu'on parle. » Régnier se leva, de mauvaise grâce, pendant que Médor lui faisait fête, sautillant et jappant, et il alla se mettre debout à côté de M. Lombard. Ils engagèrent immédiatement une conversation à voix basse. Mehdi, dont l'ouïe était excellente, en capta quelques bribes. Le petit Khatib mobilise la cuisine des pions tout un week-end. Voir ce qu'il faut faire. Il essaya de se faire encore plus petit, mais il n'y arriva pas. Et il restait là, encombré de son corps menu, assis au bord de la chaise, avec le goût délicieux du caramel dans sa bouche, avec la saveur âcre de la moutarde qui irritait ses fosses nasales, avec une bête féroce qui rôdait autour de lui, prête à le dévorer. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.